Le 28 octobre 2017, Alexia part faire son jogging. Elle ne rentrera jamais. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé sans vie dans une forêt. Derrière ce drame, une affaire marquée par les mensonges, les faux-semblants et un coupable inattendu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News spécial crime. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode consacré à une affaire policière, à une affaire judiciaire, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ça. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire gratuite qui reprend l'ensemble des mots de cette vidéo et la transcription si vous voulez revoir chacun de ces mots dans leur contexte. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire Daval. C'est une des histoires criminelles qui a le plus été médiatisée en France ces dernières années. Si vous ne connaissez pas l'affaire Daval, alors préparez-vous et surtout, soyez bien assis sur votre chaise. L'épilogue de cette histoire est véritablement choquant. Je préfère vous prévenir si vous êtes sensible. Alexia a 29 ans et elle est en couple. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Jonathan, qui a 33 ans. Ensemble, ils vivent à Gray, une petite ville à environ 1 heure de Dijon. Ils sont ensemble depuis 10 ans et mariés depuis 3 ans. Ils forment un couple sans histoire. Alexia, elle est décrite comme une personne énergique, sociable, solaire, sportive et très entourée. Donc elle a beaucoup d'amis, elle a une famille dont elle est proche. C'est une personne extravertie, qui aime faire la fête, qui est plutôt populaire. Jonathan, son mari, lui, c'est quelqu'un de plutôt discret, de réservé, d'introverti. Jonathan, il est aussi très proche de la famille de sa femme, de la famille d'Alexia, donc de sa belle famille. Et d'ailleurs, ses beaux-parents le considèrent comme leur fils. Aux yeux de tous, pour tout le monde, c'est un couple plutôt normal, plutôt banal. Ce couple a acheté une grande maison qu'ils sont en train de rénover et ils ont un projet d'enfant, qu'ils aimeraient avoir un bébé. Lui, il est informaticien et elle est chargée de clientèle dans une banque. Le samedi 28 octobre 2017, Alexia se lève et part faire son jogging comme tous les samedis matins. Elle envoie un SMS à sa sœur pour lui dire qu'elle part courir et que si elle a le temps, elle passera la voir après. Sauf qu'elle ne passera jamais la voir et elle ne reviendra jamais de cette sortie. Jonathan, inquiet, va prévenir la famille de sa femme. Il va les appeler au bout de 2 heures pour dire qu'il est inquiet, qu'il a essayé de la joindre, qu'il est sorti pour la chercher et qu'il ne la trouve pas. Et que ce n'est pas du tout dans ses habitudes de partir courir aussi longtemps et surtout sans son téléphone, car son téléphone est resté à la maison. Très inquiet, il va ensuite se rendre à la gendarmerie pour signaler la disparition d'Alexia, sa femme. Donc là, les gendarmes vont s'interroger. Est-ce que ce serait une disparition volontaire, puisqu'elle est partie sans téléphone et sans argent, ce qui est totalement inhabituel pour elle? Ou alors, est-ce qu'elle aurait fait une mauvaise rencontre? Au vu du profil d'Alexia et de ses projets en cours, la piste du suicide est rapidement écartée. Donc cette piste, elle est mise de côté, ainsi que celle d'une disparition volontaire. Ça semble peu probable. On parle alors d'une disparition inquiétante. Jonathan va alors aider les enquêteurs concernant les trajets, concernant les parcours qu'a l'habitude de faire Alexia quand elle va courir. Il va également aider les enquêteurs à retracer les dernières heures qui ont précédé cette disparition. Donc il va expliquer que la veille, ils ont fait un repas en famille, ils ont mangé une raclette avec notamment les parents d'Alexia et sa sœur. Donc c'était un moment convivial, ensuite ils sont rentrés chez eux, ils ont regardé la télévision et le matin, elle s'est levée comme d'habitude pour sortir faire son jogging. Comme c'est une disparition inquiétante et qu'on n'a toujours pas de nouvelles, la police va lancer un avis de recherche, un appel à témoins. Donc peut-être que quelqu'un a vu Alexia,
peut-être qu'un témoin a vu quelque chose de bizarre, de suspect. Alexia, c'est une jeune femme qui est toujours restée dans cette ville, donc elle est assez connue. C'est un village, c'est pas une ville énorme. Et donc les habitants, la ville entière va se mobiliser pour la chercher. Il va y avoir des affiches, des battues qui vont être organisées. Les médias vont commencer à diffuser des informations sur cette affaire également. Malheureusement, 2 jours plus tard, les gendarmes vont retrouver son corps dans un bois. Son corps est dans un drap et elle a été étranglée et en partie brûlée. La France entière va vraiment être bouleversée par cette découverte. Cette affaire va être particulièrement médiatisée et on a vu à la télévision de nombreuses images de Jonathan Daval complètement effondré par la perte de son épouse. On va voir des images du veuf qui est complètement brisé. Donc un veuf, c'est un homme qui a perdu sa femme ou son mari. Et pour une femme, on va dire une veuve. Il va être énormément soutenu par sa famille, mais surtout par sa belle famille, qui l'entoure énormément, et par la France entière, qui est très empathique par rapport à cet homme qui est vraiment brisé. Tout le monde va vraiment éprouver beaucoup de compassion, d'empathie envers lui. Dimanche 5 novembre, donc quelques jours plus tard, 5000 personnes vont se réunir pour une marche blanche, pour une marche silencieuse, à la mémoire d'Alexia Daval. Dans le cadre de cette marche, on va voir des images vraiment poignantes à la télévision, donc des parents d'Alexia Daval, mais également de son mari qui va prendre la parole, qui va lire un discours. Son visage, il est vraiment défiguré par le chagrin et il peine un peu à lire ce discours car il est vraiment en sanglots, il pleure beaucoup. Voici le texte qu'il va lire. Mon épouse et moi partagions la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir. Passion qui nous réunissait tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser dans nos regards, dans nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Dans tous ces moments autour du sport, aucun n'aura été plus intense, plus riche en émotions à mes yeux que nos runs du week-end où seules les notions de partage et de plaisir nous importaient. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. 3 jours plus tard, le 8 novembre, c'est le jour des funérailles, le jour de l'enterrement. Et on peut voir à la télévision Jonathan Daval arriver avec son beau-père qui le tient par l'épaule comme s'il voulait éviter qu'il s'effondre. Donc je vous disais, c'était énormément médiatisé et pendant 3 mois, Jonathan Daval va prendre la parole à la télévision. On va voir des images de lui en pleurs où il demande justice et implore la police de retrouver le coupable. Donc je vous disais, il est très proche de ses beaux-parents et il va même aller se réfugier chez eux. Après le drame, il va aller vivre chez ses beaux-parents. Concernant l'enquête, l'autopsie du corps d'Alexia Daval, donc les analyses qu'on va faire sur son corps, vont révéler qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Donc la piste d'un potentiel prédateur, d'un prédateur sexuel, elle va être écartée. Et cette découverte, elle va ouvrir l'idée que potentiellement le crime ait été commis par un proche. Quelqu'un qu'elle aurait pu connaître. Il va y avoir tout d'abord la piste d'un voisin qui harcelait depuis plusieurs mois Alexia Daval, donc avec des SMS et également au téléphone. Donc il était très intéressé par elle, elle lui plaisait beaucoup, mais la réciproque n'était pas vraie. Donc Alexia Daval, elle n'était pas intéressée par ce voisin, et donc c'est pour ça qu'il essayait de la contacter sans cesse. Cette piste, elle va être également rapidement écarté car ce voisin, il a un alibi très solide, il n'est pas dans la ville au moment des faits, il est dans sa famille, dans une autre ville. Et c'est quelqu'un également qui n'a pas le profil.
En parallèle, derrière les larmes de Jonathan Daval, des rumeurs vont commencer à émerger. Donc des rumeurs qui disent que potentiellement ça pourrait être lui. Pour la famille d'Alexia Daval, sa culpabilité n'est pas un sujet. Donc pour sa belle famille, c'est complètement impossible que ça soit lui. Donc ces rumeurs, ils ne vont pas trop y prêter attention. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les avocats de Jonathan Daval. Pour eux, ça reste des rumeurs, ils n'y croient absolument pas. Et même pour les parents d'Alexia, ces rumeurs, elles vont ajouter une souffrance supplémentaire. Donc en plus d'avoir perdu leur fille, ils voient leur gendre, donc leur gendre c'est leur beau-fils, mis au cœur de rumeurs qui sont totalement fausses pour eux. Et même au niveau de l'opinion publique, ces rumeurs, elles paraissent un peu folles, puisque on a vu son désarroi et on a vu à quel point il était dévasté à la télévision, à de nombreuses reprises. Mais vous vous en doutez, il va y avoir un retournement de situation. Coup de théâtre, le 29 janvier 2018, donc 3 mois après les faits, le domicile du couple va être perquisitionné. Donc il va y avoir une perquisition au domicile de Jonathan et d'Alexia Daval. Et en plus de ça, Jonathan va être interpellé. Donc il va être placé en garde à vue par la police. Sa belle famille continue à le soutenir. Cette hypothèse est impensable. Jonathan est innocent. Mais en réalité, et vous vous en doutez peut-être depuis le début, depuis 3 mois, les enquêteurs accumulent des preuves contre le mari. Ils accumulent des éléments à charge. Dès le début, ils ont des doutes. En effet, Jonathan avait affirmé que sa femme était partie courir. Or, il y a un élément qui était un peu étrange, qui était un peu bizarre, c'est que personne n'ait croisé Alexia. Il était 9h30 du matin, on est dans une zone assez fréquentée, il y a beaucoup de voisins, et ça paraît vraiment très peu probable que personne ne l'ait aperçue. Donc la question des enquêteurs est la suivante. Est-elle vraiment sortie faire son jogging ce matin-là? Durant les mois où on voyait Jonathan à la télévision en veuf éploré, eh bien les enquêteurs vont le mettre sur écoute en espérant capter des aveux. Mais cela ne va rien donner, au contraire, on l'entend rester dans son rôle, donc appeler des proches à lui en pleurs concernant sa situation et le décès de sa femme. Ils vont donc décider d'analyser son comportement donc, durant ces différentes interventions devant les médias. Ils vont avoir recours à des experts comportementalistes, donc des personnes qui analysent les gestes, les attitudes, les mots également qui peuvent être employés. Donc ils ont recours à ces experts en psychologie pour déceler des signes de culpabilité. Et ça va les conforter dans leur idée qu'il a quelque chose à se reprocher. Mais même s'il est suspecté, malheureusement, ils n'ont aucune preuve concrète, aucune preuve tangible, jusqu'à l'apparition d'un témoin. La nuit entre le 27 et le 28 octobre 2017, un voisin a entendu un grand bruit. Il va alors aller voir à sa fenêtre et il voit l'utilitaire de Jonathan Daval, donc sa voiture. Un utilitaire, c'est un véhicule professionnel, rentrer dans son garage. Et ça, Jonathan Daval ne l'a jamais mentionné aux enquêteurs. Il n'a jamais dit qu'il était sorti cette nuit-là en voiture. Ce témoignage transforme Jonathan Daval en suspect numéro 1. Et puis, la preuve qui manquait aux enquêteurs va arriver. À côté du corps d'Alexia Daval, donc dans le bois, les enquêteurs ont relevé une trace de pneu qui avait un défaut. Et devinez quoi ? Ce même défaut est présent sur le pneu de la voiture, donc de l'utilitaire de Jonathan Daval. On va également montrer le drap dans lequel a été retrouvée Alexia à sa mère et elle est formelle, elle reconnaît le drap, elle l'a déjà vu chez le couple. Donc il vient du domicile du couple. Dans un premier temps, Jonathan il va s'obstiner
Il va continuer à nier. Mais au bout d'1 jour et demi de garde à vue, d'1 jour et demi d'interrogatoire, il va finir par fondre en larmes et avouer. Enfin, il va dire que oui, c'est bien lui, mais que c'était un accident. Il va raconter ceci aux enquêteurs. Donc une dispute aurait éclaté dans la voiture au retour de la soirée raclette. Une fois rentrée à la maison, Alexia se serait mise en tenue plus décontractée et la dispute se serait poursuivie. L'objet de cette dispute, le sujet, ça aurait été leur difficulté à concrétiser leur projet d'enfant. Donc Alexia prenait un traitement contre l'infertilité et toujours selon lui, Alexia aurait demandé un rapport sexuel dans ce contexte. Un rapport qu'il aurait refusé et elle aurait commencé à le frapper. Submergé par les reproches, il se serait senti humilié et il dit ensuite avoir perdu le contrôle, avoir pété un plomb et il l'aurait étranglé, mais de manière accidentelle, donc pris par la colère. Suite à ça, il aurait donc décidé de dissimuler le crime en l'enveloppant dans un drap. Et puisqu'elle était habillée en tenue décontractée, ça lui a donné l'idée de lui mettre ses baskets de course et donc d'aller la déposer dans un bois. Le lendemain matin, il utilise le téléphone d'Alexia pour envoyer un message à sa sœur, donc pour lui dire qu'elle va courir. Et il va même essayer d'appeler Alexia pour dire qu'il est inquiet qu'elle ne soit toujours pas rentrée. Mais une semaine plus tard, nouveau rebondissement. Jonathan Daval revient complètement sur ses aveux. Il accuse alors son beau-frère d'avoir frappé et étranglé sa sœur. Et il parle même d'un complot familial. Donc il accuse sa belle famille. Donc selon lui, tout le monde aurait été au courant. Également la sœur d'Alexia Daval. Il parle d'un complot familial, donc d'un meurtre organisé par la famille. Un mensonge, bien sûr, qu'il va finir par reconnaître et finalement, il va reconnaître être le seul responsable des faits. Cependant, il va continuer à nier certaines choses, par exemple d'avoir tenté de brûler le corps d'Alexia Daval. Arrêtons-nous un instant sur le profil psychologique de Jonathan Daval. Donc je vous le disais, c'est quelqu'un d'assez timide, introverti, d'assez effacé, donc on peut dire qu'il manque de confiance en lui. Donc derrière ce couple, qui était apparemment sans histoire, en réalité se cache un homme frustré. Alexia, elle semblait vraiment avoir une forte personnalité, et lui, il se sent dominé dans ce couple. Selon les experts psychologues, Jonathan Daval aurait accumulé des frustrations, des ressentiments, donc pendant de nombreuses années qu'il n'aurait jamais exprimés. Il les aurait gardés pour lui, donc à l'intérieur de lui, jusqu'à ce que la tension devienne trop forte. Et s'ensuit le drame qu'on connaît. Et suite au meurtre, en fait, il aurait complètement paniqué et se serait engouffré dans cette série de mensonges. Car vous l'aurez compris, c'est vraiment ça qui a choqué la France et l'opinion publique. C'est sa capacité à manipuler, à pleurer devant les caméras de télévision, devant les médias, devant sa belle famille, à jouer ce rôle de mari dévasté, alors que bien sûr il connaissait la vérité. Il a vraiment trompé tout le monde, donc la police pendant un temps, sa famille, sa belle famille, les médias, etc. Donc vraiment pendant des semaines il a menti, il s'est accroché à un personnage. Et il est même allé jusqu'à accuser d'autres personnes pour détourner les soupçons. Les psychologues parlent d'un mécanisme de défense. Donc Jonathan ne peut pas supporter ce qu'il a fait et donc il va se réfugier dans le mensonge, s'inventer un rôle. En réalité, il va même essayer de se convaincre lui-même qu'il n'est pas coupable. Le procès a lieu en novembre 2020 et il va être jugé devant la cour d'assises de Vesoul pour meurtre sur conjoint. Durant ce procès, il va vraiment apparaître comme un homme fragile, incapable d'assumer ses actes, et d'ailleurs le 2e ou le 3e jour, il va faire un malaise vagal, mais il va également apparaître aux yeux de tous comme un manipulateur. Point intéressant, dans ce procès, il va y avoir une véritable avancée,
car il a toujours soutenu la théorie de l'accident. Donc Alexia Daval, elle a été frappée. Les experts ont déclaré qu'il y avait eu entre 5 et 10 coups et ensuite elle a été étranglée. Donc selon lui, c'était une dispute qui aurait dérapé. Mais pour la première fois, il va admettre son intention de la tuer. Il va dire, quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort. Donc il avoue son intention de lui donner la mort, donc de la tuer. Toujours dans ce procès, Jonathan Daval, il va demander pardon à sa belle-mère. Il va même lui demander pardon à genoux. Mais malgré ça, il n'arrive pas à véritablement expliquer son geste, à donner plus d'explications sur ce qu'il a fait. À l'issue de ce procès, Jonathan Daval va être condamné à 25 ans de prison. Donc vous l'aurez compris, l'affaire Jonathan Daval a bouleversé la France, non seulement à cause du crime, mais surtout à cause de la trahison. Comment un homme peut-il pleurer la perte de sa femme devant les médias, demander l'aide et le soutien de sa belle famille, alors qu'il est lui-même le meurtrier? Ce drame a également relancé le débat concernant les violences conjugales, les féminicides et sur la difficulté de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un couple, donc quand les volets sont fermés. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. S'il y a d'autres affaires criminelles que vous souhaiteriez que je raconte sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que vous voulez plus de vidéos pour pratiquer votre français, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous dis à bientôt.